Peut démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis bienvenue à cette première session des Digital Flash Up. Ça fait un moment qu'avec notre équipe, on y travaille. J'espère que vous allez apprécier. Alors, pour rester fidèle à l'ADN de ce nouveau format qu'on a volontairement voulu compact, très décomplexé, avec un langage accessible pour tous, mes équipes m'ont demandé de faire une introduction courte et intelligible, chose que d'habitude je ne sais pas faire, mais je vais quand même me lancer le challenge. Donc tout d'abord, merci à tous, hein. Vous êtes 70 aujourd'hui en présentiel et il y avait un peu plus de 100 inscrits en distanciel. Je sais pas que la technique est bonne pour ceux qui nous suivent à distance. En tout cas, je voulais également remercier le Monacotech qui nous accueille aujourd'hui et qui a pris le pari de nous accueillir sur l'ensemble du cycle des Digital Flash Up. Je reviendrai un peu plus tard sur l'agenda et les prochaines thématiques qu'on abordera. Je voulais également remercier le Monaco Business Office et la direction du développement économique qui nous accompagne depuis le début sur ce projet commun. C'est important d'avoir de l'appui. Je crois qu'il est également important de rappeler que les Digital Flash Ups sont une extension d'un programme qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle Extended Monaco Entreprise, qu'on appelle communément EME, et qui est un programme qui a pour vocation d'accompagner les entreprises et les acteurs économiques locaux dans leur accélération numérique dans un monde toujours plus numérique. C'est un espèce d'odyssée qui est proposé donc sur la plateforme eme.gouv.mc, une odyssée en 4 étapes complémentaires. La première qui va vous permettre de vous auto-évaluer et comprendre quel est en fait votre niveau de maturité numérique et va ainsi vous aider à cartographier quels sont les maillons clés de votre chaîne de valeur afin de pouvoir y apposer des briques technologiques et être toujours plus performant et délivrer toujours plus de valeur. La deuxième étape, c'est vous donne la possibilité de vous faire accompagner de façon personnalisée par nos experts du numérique qui vont, en fonction de vos besoins et de votre maturité, vous aider à construire un véritable plan digital. On a également la possibilité, enfin, vous avez également la possibilité de faire une demande de cofinancement auprès du gouvernement à travers le véhicule Fonds Bleu, qui, bien sûr, sous condition, vous aidera à intégrer durablement ce plan digital que vous aurez travaillé a posteriori avec nos experts. Et finalement, le plan de sensibilisation avec les Digital Flash Up qui ont pour volonté de vous faire monter en compétences et en autonomie sur les sujets du numérique qui souvent restent encore trop incompris. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, nous allons parler de la donnée. On va attaquer cette thématique par le prisme de la loi sur la protection des données personnelles. Alors, ça peut ne pas paraître sexy, mais on a la chance d'avoir des experts qui vont rendre ça tout à fait compréhensible. Et on va avoir 2 temps forts aujourd'hui. D'abord, un premier panel avec des experts terrain et des experts institutionnels qui vont vous expliquer le contexte, les impacts et les enjeux. Et ensuite, en fin de session, on aura une présentation d'un use case, d'un cas d'usage qui va vous permettre de vous projeter sur les méthodologies à mettre en place. Donc, sans attendre, je vais demander à nos experts de nous rejoindre. On a la chance d'avoir aujourd'hui, pardon, je tourne le dos avec nous, donc Marion Solaire, qui est directrice générale Axis et présidente du Data Protection Club. Donc, si vous voulez bien l'applaudir pour qu'elle puisse venir me rejoindre ici. Nous avons avec nous Madame Estelle Soumaille, qui est donc la déléguée à la protection des données au secrétariat général du gouvernement. Merci Estelle d'être avec nous. Nous avons Florian Minini qui représente l'autorité de protection des données personnelles. C'est l'entité qui donc est là pour vous sanctionner, mais plus que tout pour vous accompagner. Ils sont vraiment très experts et à l'écoute. Je vous invite de vous diriger vers eux. Ils ont énormément de choses à partager avec vous. Et pour animer tout ça, on a la chance d'avoir Samantha Ciarlet, qui est la responsable de la délégation interministérielle de la transition numérique. Voilà. Je vous souhaite une bonne session et je te passe le relais, Samantha. Merci Diego. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour cette première édition du Digital Flash Up, consacrée à un sujet, comme le disait Diego, important et essentiel, parfois un peu perçu comme complexe, la protection des données personnelles. Alors vous le savez déjà, peut-être, la Principauté de Monaco a adopté le 3 décembre dernier une nouvelle législation sur la protection des données personnelles
C'est un texte qui était très attendu, autant par les acteurs du public que du privé, parce qu'en fait, il représente une étape importante pour aligner notre cadre juridique avec les standards européens, comme le règlement général sur la protection des données, hein, le RGPD, qui est la législation européenne en la matière. Alors, je laisserai bien sûr le soin à nos invités qui sont experts en la matière de rentrer dans le détail. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouvelle loi monégasque relative à la protection des données personnelles, elle constitue en quelque sorte l'équivalent local du RGPD européen. Estelle, commençons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cette loi change concrètement et ce que cela implique pour les entreprises ici à Monaco? Si Samantha, donc la loi monégasque sur la protection des données personnelles, tout comme le RGPD, encadre la manière dont les organismes privés et publics collectent, utilisent et partagent des données personnelles. Les données personnelles qui sont, rappelons-le, toutes les informations qui vont permettre d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Cette nouvelle loi remplace la loi de 1993 sur la protection des informations nominatives et vient donc moderniser la législation monégasque, tout d'abord pour sécuriser davantage l'usage qui est fait des données personnelles dans une société où le numérique et les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes, et également aussi pour s'aligner sur les standards européens comme le RGPD, la directive police-justice et la Convention 108 du Conseil de l'Europe, dans la perspective d'entreprendre une démarche de reconnaissance d'adéquation auprès de la Commission européenne pour faciliter les transferts de données personnelles entre Monaco et les États membres de l'Union européenne, ce qui est un enjeu important aussi pour les entreprises monégasques. Donc, en pratique, cette loi, elle introduit plusieurs changements notables. Le principal, selon moi, étant la suppression de la plupart des formalités déclaratives préalables qui étaient faites auprès de l'autorité de protection, donc à savoir les demandes d'avis et d'autorisation. Et elle introduit en contrepartie un principe de responsabilité qui implique non seulement de respecter la loi, mais aussi d'être en mesure de le démontrer. Donc concrètement, cela va se passer par la mise en place de nouvelles obligations, comme la tenue d'un registre des traitements qui va répertorier l'ensemble des traitements de données personnelles de vos entreprises, que ce soit des traitements numériques et papier aussi. Ça va passer aussi par la réalisation d'analyses d'impact pour les traitements qui seront les plus à risque, par la désignation d'un délégué à la protection des données aussi dans certains cas. Donc, elle va impliquer également pour les entreprises de revoir les pratiques de collecte des données, de renforcer la transparence en informant clairement les personnes de l'utilisation qui va être faite de leurs données au moment de leur collecte, de mettre en place aussi des politiques en interne, de renforcer la sécurité informatique et également d'être capable de réagir rapidement en cas de fuite ou de violation de données personnelles, car désormais, ce type d'incident de sécurité doit être notifié auprès de l'autorité de protection dans un délai de 72 heures et potentiellement aussi aux personnes concernées dans les meilleurs délais. Donc, ce qui change aussi, c'est qu'en cas de non-respect de la loi, des amendes administratives pourront être prononcées par l'autorité de protection et qui peuvent aller jusqu'à 10 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, c'est quand même des amendes assez conséquentes. Mais la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que les impacts de ces changements seront moins importants pour les entreprises qui appliqueraient déjà le RGPD à Monaco, dans la mesure où les nouvelles obligations de la loi sont globalement les mêmes que celles du RGPD. Mais pour les entreprises qui n'appliqueraient pas actuellement le RGPD, nous allons voir que des solutions existent pour faciliter la mise en conformité avec ces nouvelles obligations. Merci Estelle. Donc, vous l'aurez compris, cette réforme, elle entraîne avec elle des changements, notamment la création de l'Autorité de protection des données personnelles, l'APDP, qui remplace désormais la Commission de contrôle des informations nominatives, que vous connaissez sûrement plus sous le nom de CCIN. Cette nouvelle autorité, l'APDP, dispose de plus de pouvoirs, notamment pour contrôler et accompagner. Florian, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément le rôle de l'APDP aujourd'hui et surtout comment vous allez accompagner les entreprises dans leur mise en conformité? Alors,
Pour expliquer cela, on va peut-être insister sur ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'on vient se substituer à la commission de contrôle des informations nominatives. Donc il y a un existant, la protection des données, ce n'est pas une nouveauté en principauté. La différence, c'est qu'on passe d'un régime de formalité préalable à un régime de responsabilisation des acteurs. Le principe de formalité préalable avait ses inconvénients, une certaine lourdeur administrative pour les entreprises qui, des fois, étaient perdues devant la complexité des formulaires, mais avait aussi un avantage de vous obliger à venir nous voir pour discuter de votre conformité d'une certaine manière et on vous accompagnait dans les faits sur l'ensemble de vos traitements avec un regard assez pointu, peut-être plus que dans les pays voisins, parce que justement, il y avait encore ce rapport traitement par traitement. Tout ce que vous développez était discuté avec nous. Désormais, on change de paradigme, on passe sur un régime de responsabilisation. C'est à vous de vous préparer, d'avoir votre conformité. Le tout est pour nous de ne pas perdre cette proximité qu'on a à Monaco avec le régulateur et les entreprises, justement pour que ça ne soit pas qu'une sanction, mais aussi quelque chose qui soit prévu en amont pour que tout le monde soit protégé du responsable de traitement aux personnes concernées dont vous manipulez les données. Donc, en termes d'organisation pour nous, ça veut dire avoir un aspect conformité à vous mettre à disposition et un aspect contrôle. C'est très important parce que quand vous mettez de la surveillance sur les traitements salariés, etc., on vous demande à chaque fois, mettez les personnes, les salariés en condition de connaître leurs droits pour pouvoir les sanctionner derrière, parce que sinon, ce n'est pas juste, ce n'est pas légitime, la façon dont vous procédez n'est pas conforme. Et bien d'une certaine manière, on va s'appliquer ça, c'est-à-dire qu'on va vous mettre plein d'outils de conformité sur notre site internet, dans les sensibilisations qu'on fait auprès de vous, dont on participe aujourd'hui. On a le registre des données personnelles que vous devez tenir, le registre des traitements que vous pouvez prendre sur notre site internet. On a mis un chatbot d'intelligence avec de l'intelligence artificielle sur lequel vous pouvez poser vos questions de premier niveau sur notre site internet. Vous avez plein de documentation. Donc ça, c'est l'aspect conformité, c'est un gros pilier. Le corollaire, c'est qu'il y aura beaucoup plus de contrôle. Contrôle, vous avez compris, avec des sanctions, mais ce n'est pas le voir forcément contrôle égale sanction. Contrôle égale le corollaire de votre responsabilisation. Ça veut pas dire qu'on va venir vous contrôler et vous sanctionner forcément. Ça fait partie de toutes ces mesures mises en place pour qu'il y ait une émulation pour que les standards augmentent en principauté et que la sécurité des données soit assurée. Du coup, en termes de structuration, je finirai ça rapidement, ça nous oblige, nous, à avoir plus d'étanchéité en interne. Comme les sanctions sont plus importantes et le régime associé plus procédural d'une certaine manière, il y aura vraiment des passerelles qui ne seront pas franchissables entre les différentes divisions qu'il y a au sein de la PDP, donc entre la conformité avec laquelle vous allez discuter, le contrôle, les plaintes. Voilà, ça va être beaucoup plus séparé. Il va y avoir même une formation dédiée aux sanctions qui s'appelle la formation restreinte, qui sera en charge de discuter avec les personnes et responsables de traitement qui auraient fait potentiellement des infractions à la protection des données seront devant cette formation dédiée aux sanctions. Alors en effet, on entend parfois que la mise en conformité pour répondre à cette nouvelle législation, elle peut représenter un coût important, mais on oublie souvent que de ne pas se mettre en conformité peut coûter bien plus cher en cas de sanction ou de perte de confiance. Selon vous, Florian, quels sont les vrais risques pour une entreprise et surtout, comment transformer cette démarche en atout plutôt qu'en contrainte? Alors les risques, ils sont déjà avec vos clients, vu qu'on parle avec des sociétés, mais ils sont réputationnels, vous l'avez vu. Donc, dans les nouveaux droits et les nouvelles obligations qui sont mises à la charge des entreprises, il y a cette notion de violation des données personnelles, d'obligation de notification à l'autorité de contrôle. La CNIL a fait un document intéressant sur justement l'impact économique du RGPD et a vu que l'autorégulation des entreprises, ça ne marchait pas et qu'il y avait une asymétrie d'information. Du moment que vous avez l'information que ça vient de chez vous, la faille, mais que la personne ne le sait pas, bah, finalement, si vous n'avez pas de conséquences, bah, vous n'allez pas monter votre sécurité. Donc, cette obligation de notification, ces nouveaux standards en fonction des domaines en termes de sécurité, vient pousser le risque sur vous, le risque réputationnel, donc ça, finalement un risque financier pour vous. À titre d'exemple, d'après certains chiffres disponibles,
50% de faillites dans les 3 mois qui suivent pour certaines structures une cyberattaque. C'est très important. En termes de coûts financiers purs, dans les exemples récents, vous avez eu la cyberattaque sur Marks & Spencer. Ça leur a coûté 360 millions d'euros. Ça les a obligés à faire progresser leur SI qu'ils avaient estimé à 2 ans de progression pour pouvoir le monter au standard qu'ils voulaient, à baisser cette durée à 6 mois. Donc vraiment, vous êtes dans des coûts assez importants, avec des risques assez importants, en dehors même de la protection des données de l'autorité de contrôle. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Et en termes d'impact, derrière, vous avez l'autorité de contrôle, donc potentiellement des sanctions, comme Estelle l'a rappelé, 4% maximum du chiffre d'affaires mondial ou 10 millions d'euros. Ce n'est pas des sommes négligeables désormais, mais ce n'est pas le seul enjeu. Voilà, il faut vraiment pas penser à ça. Et vos salariés, vos clients sont désormais de plus en plus au courant des enjeux en termes de protection des données. 24% d'augmentation des plaintes. Les notifications de violations sont passées de 4600 à 5600 et c'est encore en augmentation en 2025. Donc vous avez vraiment tout qui est pris en compte et désormais c'est connu et ça a un vrai impact sur vous. Mais ça peut être aussi un bénéfice dans le sens où le fait de structurer vos données, ça peut aussi casser vos habitudes. Vous pouvez aller vers des nouvelles solutions, d'aller pas sur de la donnée que vous avez l'habitude d'exploiter parce que ça a été comme ça depuis que vous êtes arrivé dans la structure, mais réfléchir à pourquoi et améliorer vos process. Ça peut participer aussi à l'augmentation d'un cercle de confiance, d'une certaine manière d'avoir des outils de conformité qui peut aller même jusqu'à une certification de vos traitements si jamais vous voulez dans le futur avoir une sorte de label auprès de l'autorité de contrôle en disant mon traitement il est conforme à la protection des données, je souhaite le certifier auprès de l'autorité de contrôle ou auprès d'un organisme. Ça participe à la confiance et donc ça peut créer des avantages concurrentiels. Donc voilà, ça n'a pas qu'un prisme contrôle, ça n'a pas qu'un prisme coût, mais pour vous, pour résumer, c'est exactement ça. Vous avez un risque réputationnel, vous avez des risques de rançongiciel, vous avez des risques de cyberattaque, vous avez des risques de coûts de contrôle de l'autorité, mais vous avez aussi des avantages à en tirer et des outils qui sont mis à votre disposition pour en tirer les meilleurs bénéfices. Et ça bénéficie à tout le monde. Merci Florian pour ces précisions. Et maintenant, passons aux bonnes pratiques que l'on peut mettre en place dans sa mise en conformité. Marion, vous êtes engagée dans une initiative locale très concrète, le Data Protection Club, qui regroupe des professionnels de la protection des données ici à Monaco. Grâce à votre retour du terrain, quels sont selon vous aujourd'hui les outils ou méthodes les plus simples à mettre en place pour se lancer, surtout quand on est une petite structure avec peu de temps ou de moyens? Merci Samantha. Alors, tout d'abord, moi, je vais revenir à un petit peu de bon sens et de pragmatisme qu'il faut toujours avoir. Et en tant que chef d'entreprise, vous avez des salariés, vous avez des clients et donc des données à traiter. Et en tant que personne, on traite également vos données. Quand vous commandez sur un site de vente en ligne, par exemple, vous n'avez pas forcément envie que vos données soient envoyées à un autre fournisseur à qui vous n'avez rien demandé pour qu'il vous abreuve de publicité, par exemple, ou qui vendent vos données, vos adresses de contact ailleurs. En raisonnant à l'inverse, je pense qu'on se rend tous compte à titre privé, en transposé au milieu professionnel, qu'on doit aussi faire attention aux données qu'on a et qu'on traite. Je pense que tout le monde a conscience qu'un bulletin de salaire, par exemple, c'est une donnée qui, s'il est perdu dans la nature ou s'il n'est pas bien sécurisé, peut être gênant pour les salariés. Donc, pour moi, la première chose que j'ai envie de répondre, c'est déjà de faire preuve de pragmatisme et de bon sens. Ensuite, Florian, à juste titre, a parlé beaucoup de risques, et c'est tout à fait le cas. C'est avant tout une méthode, en termes de méthode, c'est une approche par les risques. Je viens de parler du bulletin de salaire, il y a d'autres données aussi, les données de santé, les données qui sont fortement identifiantes pour une personne, où naturellement, on va se dire, celle-là, il faudra peut-être plus la protéger, peut-être qu'il ne faudra pas la collecter, puisque comme on a dit, l'intérêt, c'est aussi de se remettre à niveau et de faire un tri dans ces données, puisqu'on on a le fameux « oui, je garde parce qu'on ne sait jamais, et puis on verra plus tard, j'en aurai peut-être besoin ». En réalité, quand on se dit ça, souvent, on n'en a réellement jamais besoin. Donc, ça permet aussi, toute cette démarche de mise en conformité, d'apurer et de faire quelque chose de beaucoup plus sain au sein de sa structure en termes de data. Je reviens là-dessus puisque la donnée, donc aujourd'hui, c'est le cœur un petit peu de nos entreprises. Et pour avoir une méthode adaptée, il faut d'abord nommer un chef d'orchestre. Et ça, elle a parlé de déléguer la protection des données et je sais qu'elle en parlera plus longuement après, donc je ne vais pas le détailler. Mais en tout cas,
En termes de démarche, la première des choses, c'est déjà d'avoir ce fameux chef d'orchestre, qu'il soit délégué à la protection des données ou pas, mais au moins qu'il puisse piloter un petit peu au sein de votre structure, même si elle est très petite, qu'il soit au moins averti sur cette partie conformité. La deuxième étape, c'est bien sûr de bien connaître où sont ces données. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est savoir ce qu'on traite et où elles sont. Voilà, donc ça peut être aussi demander à vos prestataires informatiques, ça peut être pour une fois de lire les conditions quand vous vous inscrivez ou quand vous contactez, quand vous prenez un logiciel pour savoir un petit peu ce qui est fait avec vos données, comment elles sont sécurisées, etc. Donc voilà, ça demande effectivement une démarche, mais qui, à notre sens, est plutôt saine et va dans le bon sens et dans le sens de l'entreprise, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, c'est de l'organisation interne, c'est clair. Et pour ça, Florian l'a très bien rappelé également, vous avez énormément d'outils à votre disposition. C'est vrai qu'on connaît parfois peu, mais vous avez en premier lieu, bien sûr, le site de l'autorité qui évolue en permanence et qui met à disposition de plus en plus de ressources simples et avec beaucoup de visuels et des choses qui permettent à des chefs d'entreprise, quelle que soit la taille, de se renseigner là-dessus. Et également d'autres autorités, Florian a cité la CNIL française, là aussi, il y a beaucoup d'éléments à prendre et je pense que l'idée, c'est avant tout de se nourrir de tout ça et d'avoir des outils simples. C'est pas de se complexifier la vie dans un premier temps, c'est déjà de bien comprendre les principes et ensuite de construire sa conformité avec du Word, du Excel, ce que vous voulez, pour déjà avoir les outils de base pour démarrer une mise en conformité correcte. Alors, merci Marion. Et donc, pour rester dans le concret, et toujours avec l'idée de rendre tout cela accessible, finalement, par où on commence quand on débute et quelles sont, selon vous, les étapes clés pour s'organiser efficacement sans se perdre dans la complexité de ce sujet? Alors déjà, là encore, je pense que je vais répéter un petit peu ce qui a été dit, mais je pense qu'on y tient parce que c'est quelque chose qui se dit beaucoup sur la protection des données et ça prend beaucoup de temps, ça a un coût énorme, voilà. Mais en réalité, c'est vraiment, enfin, on est vraiment convaincu que ça reste un gain et que oui, on va être pragmatique à nouveau, je reprends ce terme. Il y a un temps de mise en place, bien sûr, puisqu'il faut prendre le temps de faire le point sur ses données, sur son activité, sur sa stratégie, etc. Mais après, on est vraiment dans une démarche continue et c'est pas quelque chose qui est d'une lourdeur sans fin. Et encore une fois, il y a suffisamment de ressources et d'écoute du côté aussi de l'autorité qui sont à votre disposition pour vous aider à ce niveau-là. Donc, les étapes clés pour déjà commencer et poursuivre sa mise en conformité. Je vais recommencer par mes 2 points précédents parce qu'on les retrouve et pour moi, ils sont fondamentaux. C'est à nouveau ce fameux chef d'orchestre et à nouveau, Estelle, je me tais pour te laisser bien expliquer ce que c'est après parce que c'est passionnant. Mais voilà, c'est la première des choses, c'est au moins d'avoir quelqu'un d'identifié qui va prendre le sujet. Le deuxième, je l'ai dit aussi, mais c'est vraiment la cartographie. Et pour vous aider là-dessus, donc vous avez, comme l'a dit Florian et Estelle comme l'ont dit Florian et Estelle précédemment, on avait tout ce régime de déclaration auprès de la CCIN. Si vous en avez fait, et je l'espère, c'est déjà une base pour vraiment vous permettre d'identifier ce qui a été construit autour de ça. Et c'est aussi là-dessus que vous allez pouvoir construire votre registre de traitement. C'est on va dire la troisième étape, c'est de construire, de faire le point, voilà, sur qu'est-ce que je fais dans ma société. J'ai des salariés pour qui je traite les données pour gérer leur suivi administratif. J'ai des clients avec forcément des données. Je gère des fichiers clients. Donc voilà, c'est ça qui va permettre de construire son registre à nouveau sur le modèle de ce qui est proposé sur le site de la PDP qui est simple, et, on va dire pédagogique et éclairant. Et ça vous permet déjà de le remplir. Une fois qu'on a fait ça, on documente. Estelle a rappelé en introduction les grandes obligations. Principalement et de manière fondamentale, je rappelle encore l'esprit de la loi, c'est la protection des personnes. Donc on va dire, je vais informer les personnes, j'ai un site internet, ok, donc j'ai un formulaire de contact, on m'écrit un mail, donc forcément je vais traiter de la donnée. Donc là on va se dire, tiens, je vais sans doute informer à cet endroit-là les personnes. Et voilà, on met en place des procédures simples, on renforce évidemment ces relations avec les prestataires. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est important pour notamment au niveau informatique, évidemment, pour bien connaître le socle et l'hébergement, entre guillemets, de ces données. Et du coup, il y aura un petit peu plus d'obligations qui vont poser sur eux. Il ne faut pas hésiter à se retourner vers eux pour échanger et pour construire des éléments qui sont un peu plus sécurisants pour tous. Et enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on sensibilise et on forme son personnel. À nouveau, même s'il est peu nombreux, tant mieux, c'est encore plus simple et encore plus dans la discussion. Et encore une fois, c'est du bon sens.
bah, voilà, attention, on traite quand même des données, voilà, on traite des numéros, le numéro des caisses sociales, bah, on sait que voilà, c'est un numéro unique qui peut être sensible, s'il est entre de mauvaises mains, etc. OK, on va faire attention et pas laisser traîner une feuille sur un bureau ou à l'imprimante. Donc on sensibilise, on forme et enfin, bien sûr, on est dans l'amélioration continue, on vérifie régulièrement que ce qu'on faisait à un moment est toujours vrai aujourd'hui et voilà, on est un petit peu dans l'autocontrôle, comme le disait Florian, mais encore une fois, de manière pragmatique et avec le soutien maximum de tout ce que vous avez à votre disposition pour vous aider autour de ça. Voilà. Merci Marion. Alors, on l'a mentionné rapidement, mais c'est un point essentiel, celui du délégué à la protection des données, hein, le DPO. C'est souvent présenté comme une étape clé pour être en conformité, mais cette fonction, elle reste encore un petit peu mal comprise, peut-être même intimidante pour certaines structures. Donc, Estelle, en tant que DPO du gouvernement, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire à quoi sert vraiment cette fonction au quotidien et surtout quelles solutions existent pour les entreprises qui ne peuvent pas nommer de DPO en interne? Alors, le délégué à la protection des données, ou DPO, Marion en a déjà un petit peu parlé, mais ça va être la personne qui est désignée soit en interne au sein de l'entreprise, soit s'il y a une personne compétente au sein de l'entreprise, soit en externe. Ça peut être par exemple un cabinet d'avocats. Et donc, c'est la personne qui est identifiée dans l'entreprise pour veiller à la conformité des traitements de données personnelles. Donc, au quotidien, ça va se concrétiser par une information et du conseil auprès de l'entreprise concernant la mise en œuvre des obligations. Ça va passer par exemple par une aide pour identifier et recenser les traitements de données personnelles, aider aussi à tenir et compléter le registre des traitements. Il va pouvoir aussi conseiller et participer pour réaliser des analyses d'impact, à la mise en place aussi d'une documentation en interne. Il pourra aussi vous accompagner pour revoir ou mettre à jour, par exemple, des politiques de confidentialité ou des contrats avec les sous-traitants. Donc ce délégué à la protection des données personnelles, il aura aussi pour mission de sensibiliser et de former le personnel de l'organisme sur les règles et sur les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place en matière de protection des données. Il pourra être aussi le point de contact en interne sur toutes les questions qui peuvent se poser au quotidien. Par exemple, il pourra être consulté lorsque l'entreprise décide de lancer un nouveau projet qui va impliquer un traitement de données personnelles. Il pourra être aussi le point de contact des personnes concernées qui veulent exercer, qui s'adressent à l'entreprise pour exercer, par exemple, un droit d'accès à leurs données, un droit à la rectification ou un droit à l'effacement. Il va aussi coopérer avec l'autorité de protection et être son correspondant. Donc voilà, il a des missions très vastes et il va pouvoir aider concrètement l'entreprise au quotidien dans sa mise en conformité. Donc en définitive, ça va vraiment être le pilote ou, comme l'a dit Marion, le chef d'orchestre de la conformité au sein de l'entreprise. Il faut savoir que sa désignation, elle ne va pas être obligatoire, nécessairement obligatoire dans tous les cas. Ce sera que dans certains cas limités par la loi. Et que même lorsque sa désignation n'est pas obligatoire, elle peut être, elle est souvent recommandée et elle peut être faite aussi sur une base volontaire de l'organisme. Dans tous les cas, le DPO qui sera désigné devra avoir quand même des connaissances en matière de protection des données pour pouvoir exercer sa mission. Et sa désignation devra être aussi formalisée officiellement auprès de l'autorité de protection. Maintenant, donc pour les plus petites structures qui ne sont pas obligées de désigner un délégué à la protection des données et qui ne peuvent pas le faire, d'autres solutions existent. C'est de faire appel potentiellement à des prestataires externes pour traiter les questions en lien avec la protection des données. Ça peut être un cabinet d'avocats, un cabinet de conseil. Donc, on va externaliser ces dossiers de gestion de la conformité. En deuxième lieu, potentiellement aussi, l'entreprise peut désigner en interne un référent qui pourra traiter les questions de protection des données, mais qui devra quand même avoir des prérequis juridiques ou informatiques pour être à même d'assurer cette fonction.
Et comme ça a déjà été dit, pour aider les entreprises et les personnes qui exercent ces fonctions au quotidien, pour les aider à se mettre en conformité, des informations et des ressources sont disponibles sur le site de l'autorité de protection. Et je laisserai peut-être 2 mots à l'autorité si elle veut ajouter quelque chose. Alors juste pour le délégué à la protection des données, il le devient officiellement quand le formulaire est réceptionné par l'autorité de contrôle. Si vous lui avez donné cette qualité en interne, mais que vous ne l'avez pas désigné auprès de l'autorité de contrôle, il n'en a pas la qualité pour nous. Par contre, avoir un délégué à la protection des données, que ce soit sur une base obligatoire ou volontaire, ça emporte tout un régime. Donc voilà, qu'il y ait toute cette connaissance derrière, ça a un sens avec tout un régime d'obligation, lui donner les moyens, éviter les conflits d'intérêts. Et pour tout ça, on va mettre de la documentation, ou on a de la documentation sur notre site internet. On va avoir des lignes directrices pour vous aider à choisir. Dans le sens éviter les conflits d'intérêts, quelles sont les qualités attendues d'un délégué à la protection des données. Et vous avez en attendant aussi des éléments sur le site du board européen, le CEPD, Comité européen à la protection des données, qui ont pris des lignes directrices sur qu'est-ce qu'on attend d'un DPO, qui peuvent aussi déjà vous aider. Et vous avez aussi la possibilité de nous contacter, notamment la division conformité chez nous, pour toute question éventuelle et toute mise en place possible. On est là pour répondre à vos questions. Merci à tous en tout cas pour ces éclairages qui, je pense, aujourd'hui vous permettent d'y voir plus clair. Alors, pour aller encore plus loin et illustrer tous ces enjeux sur le terrain, on va laisser la place à Sébastien Rosette de Phoenix Consulting, qui va nous présenter un cas réel de mise en conformité en entreprise. Ce sera une façon très concrète, finalement, de passer de la théorie de ce panel à la pratique et de voir comment ces principes peuvent être appliqués dans la vie d'une entreprise. Je vais prendre. Ah, ça a mis un petit peu de temps. Bonjour à tous. Merci Diego et à tes équipes pour l'organisation de l'événement. On m'a donné pour mission aujourd'hui de vous expliquer comment on se met en conformité de la manière la plus simple possible. Alors j'ai 10 minutes pour le faire. 10 minutes, c'est très court, c'est trop court. Donc il n'y aura pas de liste d'obligations exhaustive. Il n'y aura pas d'article de loi, de numéro de loi. Je vais essayer de rester assez concret, visuel, et je vais surtout m'attarder sur la méthodologie et des exemples concrets de mise en conformité. Alors, le premier concept, selon moi, c'est de voir un projet de mise en conformité en matière de protection des données comme un projet de transformation classique. Généralement, on commence par analyser l'existant. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça va être pareil. La cartographie des traitements qui a été évoquée juste avant. Première étape. Deuxième étape, c'est confronter ces outputs. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, mon existant, avec mes objectifs, qui ici sont les exigences de la loi finalement. Donc, qu'est-ce que je fais, où je vais, et quel est l'écart entre les objectifs et ce que je fais aujourd'hui, pour ensuite le prioriser. On parlait finalement d'approche par les risques, c'est un peu ça. On ne peut pas tout faire en même temps, il y a plein de choses, parce qu'il y a des actions qui touchent plutôt des sujets numériques, et des actions qui sont plutôt opérationnelles, process, d'organisation, et d'autres qui sont juridiques, contractuelles, les clauses, les mentions d'information, etc. Donc on va y aller étape par étape. Donc, pour vous rappeler la finalité, mais bon, je pense qu'on l'a compris, l'idée de toute cette loi et donc de tout ce projet, c'est d'adapter votre organisation autour de la protection des données. Modifier votre organisation. Et qu'est-ce qu'on appelle données? Donc la première question à se poser, c'est sur qui je collecte ces données-là. Donc on en a parlé, ça peut être vos employés, gestion de la paye évidemment, gestion administrative de mes collaborateurs, j'ai mes clients, j'ai mes prospects, j'ai des fournisseurs. Donc sur qui? Sur qui je collecte mes données? Pourquoi je collecte ces données? Donc sur mes employés, je viens de le dire, pour la gestion de la paye typiquement, pour la gestion administrative de mes collaborateurs. Qu'est-ce que je collecte comme données? Gestion de la paye, un RIB, un nom, un prénom, je collecte, je liste les données que j'utilise à ces fins. Jusqu'à quand? Aujourd'hui, peut-être que je les conserve indéfiniment. Peut-être que je les supprime 2, 3, 5 ans, 10 ans après que mon employé ait quitté mon établissement.
Où et à qui? Les données, elles sont conservées, de manière numérique ou physique, peut-être dans une armoire, dans un serveur. À qui? J'ai peut-être, et c'est sûrement le cas, un expert comptable qui s'occupe de la paye de mes employés. Donc à qui? Le partage, à qui? Et où sont placées mes données? Et la dernière question qu'on peut se poser pour finir d'analyser l'existant, c'est comment? Comment je le fais? Je les stocke, donc je l'ai dit, dans une armoire, avec une clé, avec quelle mesure de sécurité? Pareil sur mes protections numériques digitales. Donc ces 6 questions, vous pouvez vous les poser, et ça vous permettra assez facilement, on va dire, d'avoir premièrement une liste des traitements que vous utilisez, que vous traitez au sein de votre établissement, et pour chacun de ces traitements, une vue d'ensemble de votre organisation autour de ce traitement. Bon, vous pouvez scanner le QR code et je le redis, on l'a déjà dit plusieurs fois, les ressources sont à votre disposition un peu partout et notamment et surtout sur le site de la PDP, sur lequel vous pourrez trouver la liste des traitements que la plupart d'entre vous auront dans votre entreprise. Une fois fait, à mon sens, c'est le bon moment pour formaliser le document dont on a parlé aussi, qui s'appelle le registre des traitements. C'est en fait un formulaire, une sorte de photo à l'instant T de ce que vous faites autour de vos protections, autour des données. Donc, la cartographie qu'on vient de faire, l'analyse de l'existant qu'on vient de faire, on va la formaliser dans ce registre des traitements. En revanche, évidemment, ça ne veut pas dire que ce qu'on a mis dans le registre est conforme à cette loi et aux exigences. D'où la deuxième étape de notre méthodologie où on va essayer d'analyser cet écart-là. Pour analyser cet écart, je vous propose de le prendre d'une manière assez simple, c'est-à-dire que ma donnée, je reprends la gestion de la paye, finalement, elle passe d'un état à un autre, elle vit, donc le cycle de vie d'une donnée, c'est elle est collectée, elle est utilisée, elle est stockée, elle est transférée, puis elle est supprimée. À chaque étape, en fait, j'ai des contraintes, des obligations, des principes que propose la loi et que je dois respecter. Au moment de la collecte, je m'assure que je collecte ces données parce que j'en ai des raisons valables, légitimes. Les termes techniques, c'est base légale, fondement. Est-ce que je les collecte pour des raisons qui me sont légitimes? Est-ce que je collecte ensuite uniquement les données qui me sont nécessaires? Et est-ce que la personne est correctement informée de ses droits et de ce que je fais de ces données après? Combien de temps je les supprime, etc., etc. Donc, des questions à vous poser au moment de la collecte. Elle est ensuite utilisée. Je vérifie évidemment que j'utilise ces données aux fins que j'avais prévues à l'étape qu'on vient de voir. Elle est ensuite stockée. De quelle manière? Sécurisée, oui ou non? Est-ce qu'elles sont mises à jour? Est-ce qu'elles sont exactes? Elles sont potentiellement partagées. Et sur cette étape de partage ou de transfert, il y a 2 questions à se poser. Il y a 2 contraintes à avoir en tête. C'est je ne transfère pas ces données à n'importe qui. Donc des sous-traitants, mon expert comptable par exemple, je vérifie que lui est conforme, parce que c'est des données dont je suis responsable moi. Et ces données, je ne les transfère pas n'importe où non plus. Je ne les partage pas n'importe où. Donc hors Monaco, dans des pays non adéquats, je fais attention. Et je sais que dans cette nouvelle loi, il y a des contraintes sur le partage de données en dehors de Monaco. La dernière étape, ensuite, c'est l'étape de suppression. On ne garde pas ces données indéfiniment. On les garde de manière adaptée, pendant une durée qui est adaptée à mon utilisation de ces données-là. Bon. On a vu globalement les grands principes de la loi, ce que vous devez respecter. Pour rester visuel, on peut imaginer, alors il y a plein de méthodologies qui existent, hein, bien entendu, on peut imaginer un tableau, pour rester simple, où vous avez vos traitements en ligne, donc je ne sais pas, traitement numéro 1, ça va être gestion administrative d'un collaborateur, avec la gestion de la paye. Je vais pouvoir, sur chaque point de contrôle, chaque exigence, finalement, faire mon analyse d'écart et regarder où est-ce que j'en suis sur mon traitement. Alors, l'établissement des colonnes, évidemment, doit être plus exhaustif que l'illustration que vous avez ici, et vous pouvez d'ailleurs vous référer finalement à tout ce qui est dans le template de registre des traitements. Donc, pour rappel, c'était ce qu'on a vu à l'étape numéro 1, qui reprend finalement tous les thèmes qui doivent être abordés sur votre traitement de données. Bon, une fois fait, finalement, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, je vais prendre un exemple. Pour la gestion administrative de mon personnel,
Typiquement, pour la gestion de la paye, oui, je collecte et j'exécute ce traitement parce que j'ai une exécution d'un contrat derrière. Donc, j'ai une raison légitime de le faire. En revanche, je vérifie que les employés ne sont pas informés de leurs droits. Je n'ai pas de clause contractuelle dans mes contrats. Est-ce que mon expert comptable a mis en place des clauses? Non. Bon, on établit ça et on a des actions identifiées. Les actions identifiées, donc il y en aura plein, évidemment. Le but, c'est de ne pas tout faire en même temps, surtout si vous êtes une entreprise de taille réduite. Vous n'avez peut-être pas les équipes IT, les équipes juridiques en interne pour traiter tous ces sujets. Donc, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est de prioriser ça en fonction des actions qui sont critiques. Et ce que, encore à mon sens, je pense critique comme action, c'est essentiellement ce qui est visible et qui peut porter des risques pour votre entreprise, notamment tout ce qui est clause contractuelle avec les contreparties, évidemment. Donc, on va prioriser ça de manière à avoir un plan d'action à court terme qui traite vraiment les risques les plus importants que vous avez au sein de votre entreprise. Une fois ce plan d'action réalisé, on l'a aussi dit, mais ça ne s'arrête pas là, hein. Une mise en conformité, c'est un projet de tout instant. Évidemment, on a des évolutions réglementaires auxquelles il faut rester à l'affût. Il y a énormément de ressources qui sont disponibles et qui seront disponibles dans les prochains mois sur les différents sites des autorités ou autres. Et si je mets en place un nouveau logiciel ou si je décide de travailler avec un nouveau prestataire, évidemment, ça peut impacter ma conformité ou mes risques en matière de protection des données. Donc, je garde en tête cette veille et je m'assure, et mon chef d'orchestre, DPD ou responsable à la protection des données, lui s'assurera constamment pendant les prochaines années que rien n'impactera votre conformité en matière de protection des données. Il mettra d'ailleurs à jour le registre s'il le faut. Pour résumer ce que je viens de dire, bon, je pense que c'est assez simple. J'ai mis 3 étapes. J'ai analysé l'existant, j'ai fait ma cartographie des risques, j'ai formalisé mon registre des traitements, j'ai analysé l'écart entre ce que je fais et ce que j'ai envie de faire, et ensuite j'ai planifié ça, j'ai priorisé ça dans un plan d'action. Et c'est tout. Je vous remercie. Je tenais à remercier nos panélistes. Je suis vraiment très fier. Il faut savoir qu'en fait, on les a engagés sous conditions. Nous aussi, on met des conditions. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun idiome réglementaire qui devait être dit pendant leur exercice. Et je trouve qu'ils l'ont fait avec beaucoup de fluidité. J'espère que, en tout cas, les propos étaient éclairants pour vous. Et j'aimerais qu'on les applaudisse tous ensemble pour les remercier. On retiendra donc 2 choses essentielles, c'est que dans un monde où la donnée est un actif stratégique, la protéger, c'est créer de la confiance. Et la deuxième chose, c'est que finalement, la mise en conformité, c'est une question de méthodologie. Donc voilà, la balle sera dans votre camp. J'espère que vous avez apprécié le format. Et là, j'aimerais un petit peu créer de l'interactivité. Si vous pouvez sortir vos téléphones et juste justement flasher ce QR code et remplir en moins de 30 secondes un mini questionnaire de 4 questions avec un Likert scale de 1 à 5. 1 qui dit pas satisfait du tout, 5 très satisfait. C'est pas grand-chose pour vous et nous, ça nous permettra d'être toujours meilleurs et de proposer des formats et des contenus qui répondront à vos besoins. Donc, si on peut prendre juste 30 secondes pour faire ça. Donc, je vous remercie. Avant de conclure définitivement, on parlait de méthodologie. Vous pouvez également scanner ce QR code ou vous rendre sur le site eme.gouv.mc dans lequel vous allez retrouver ce qu'on appelle une toolbox. Il y a 4 outils pédagogiques qui vont vous permettre de mettre en application tout ce qui a été mis en avant aujourd'hui. Vous allez trouver une fiche pratique, une checklist, une fiche de ressources et également un tutoriel vidéo qui reprend toute la méthodologie qui a été exposée par Sébastien. Donc, n'hésitez pas à aller vous appuyer sur ces outils pédagogiques qui vous faciliteront la vie.
Je vous donne également rendez-vous à la rentrée. On aura 4 nouveaux modules. Un le 25 septembre qui mettra en avant l'importance de créer un plan digital avant de se lancer. C'est la base. Le 16 octobre, on mettra en avant comment déployer une stratégie digitale gagnante. Le 13 novembre, on parlera de cybersécurité. Alors là, pareil, c'est un petit peu moins rigolo. Par contre, c'est essentiel. Et le 9 décembre, on parlera de l'intelligence artificielle. Ça sera un module sur 5. Donc, les prochains seront proposés sur 2026. Et on commencera par à quoi sert l'intelligence artificielle avec un programme super intéressant qui vous permettra de vous projeter sur cet outil qui aujourd'hui est devenu essentiel. Donc, je vous remercie tous pour votre présentation. Je vous donne rendez-vous à la rentrée. Pour ceux qui sont en présentiel et qui veulent continuer à parler avec les experts, l'espace café est encore ouvert. Merci à ceux qui sont en distanciel et bonne journée à tous.